le clairon. Alors, c'est amusant, on dit souvent si l'État était une entreprise, non seulement elle aurait fait faillite depuis longtemps, mais le redressement judiciaire serait passé par là. Et puis, je ne crois pas que beaucoup de ces responsables d'entreprise, qui sont nos gouvernants, seraient repris quelque part. Mais avec l'État, bah, c'est différent et on a le droit de couler toujours plus bas le bateau France. Bercy nous avait préparé mentalement à une erreur d'estimation du déficit, hein. Ils avaient dit que le déficit dépasserait significativement la prévision première du gouvernement qui était à 4,9. On commençait à préparer le terrain. Et ben voilà, le coup près de l'INSEE est vraiment tombé hier. Mardi matin donc, le déficit public dérape finalement à 5,5% du PIB en 2023, soit 154 milliards d'euros, une révision qui classe la France parmi les cancres de la zone euro. La dette atteint 110,6% du PIB après 111,9% fin 2022. Alors, on va évidemment parler de cette dette, mais avant de donner la parole à Philippe Erlin, je vais vous faire écouter, c'était intéressant, les questions au gouvernement. Alors là, les députés de l'opposition se sont rappelés qu'ils étaient députés de l'opposition et pas mal se sont plus à interroger le ministre de l'économie. Je vous propose d'écouter d'abord Charlotte Leduc, députée LFI, qui interpelle Bruno Le Maire sur le déficit de la dette publique. C'était hier, donc, lors des questions au gouvernement. Écoutez ça. Monsieur le Premier ministre, c'est officiel, le déficit public s'élève à 5,5% du PIB pour 2023. Votre ministre de l'économie l'avait annoncé entre deux romans à 4,9. Comme pour la croissance annoncée à 1,4 et qui finalement atteindra un petit 0,8%, vous avez fait preuve soit de malhonnêteté, soit d'incompétence. Vraisemblablement les deux. Ces mauvais résultats, ce sont les vôtres. Après 7 ans de politique néolibérale, c'est votre échec. Et face à ce déficit, vous continuez de ressortir la vieille recette néolibérale, sabrée dans les dépenses publiques. D'abord 10 milliards, sans aucun vote du Parlement, comme d'habitude. Puis 20 milliards cet automne et même 50 milliards d'ici la fin du quinquennat. C'est du jamais vu, c'est criminel. Oui, criminel, car vous précipitez l'effondrement de nos services publics. Vous attaquez les droits sociaux, vous creusez les inégalités. Nos compatriotes n'ont pas à payer pour votre incompétence et vos mensonges. S'attaquer aux dépenses publiques, ça ne marche pas et c'est vous qui le prouvez. Bruno Le Maire l'a avoué lui-même, ce sont les recettes qui ont diminué, pas les dépenses qui ont dérapé. Là aussi, c'est votre échec. Cadeaux fiscaux aux plus riches et aux multinationales, aucune taxation des profiteurs de crise et rien contre l'évasion fiscale. Voilà, rien contre l'évasion fiscale, ce sont les recettes qui ont diminué. Alors pourquoi? C'est évidemment une des questions qu'on va poser à Philippe Erlin. Mais avant, je voudrais tout de suite me faire l'avocat de Bruno Le Maire. Certains pourraient répondre oui, mais la crise Covid, oui, mais voilà, crise, plus attaque de l'Ukraine, la guerre menée par les Russes, eh bien, c'est pas de notre faute. Mais alors là-dessus, c'est Charles de Courson, député Lyotte, qui a également pris la parole, toujours lors de ces questions au gouvernement. Écoutez-le. Monsieur Le Maire, ça fait 7 ans qu'il occupe ses fonctions au ministère des Finances. Nous constatons que la dette publique a augmenté de 1000 milliards entre 2017 et la fin 2024. On sera à 1000 milliards supplémentaires, c'est-à-dire le tiers de la dette publique française. Elle est liée à la mauvaise gestion de Monsieur Le Maire. Il y a eu le Covid. Successif. Mais le Covid, la Cour des comptes a examiné quel a été le coût dans la dette publique de 3 choses. Le Covid, le plan de relance et la crise énergétique. 260 milliards. Ça veut donc dire que 3/4 de la hausse de la dette publique est liée à la mauvaise gestion et pas du tout à la crise. La crise, c'est 260 milliards. Voilà la prise de parole également de Charles de Courson. Alors, comment en est-on arrivé là? Est-ce que c'est vraiment que de la mauvaise gestion? Comment peut justifier le gouvernement cette mauvaise gestion? On en parle avec Philippe Erlin. Bonjour Philippe Erlin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, économiste spécialiste des questions monétaires, docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers. Alors, vous avez entendu les deux questions au gouvernement des députés Lyotte et LFI. Est-ce que vous êtes d'accord finalement avec leurs remarques, c'est-à-dire mauvaise gestion, 7 ans d'irresponsabilité, de politique néolibérale, et puis ce n'est pas la faute du Covid? Non, alors je suis d'accord avec Charles de Courson. Le Covid, alors on pouvait même contester les confinements, mais ce n'est pas le sujet. Mais le Covid n'explique qu'une partie. Et par contre, je suis en désaccord total avec la députée NUPES, qui nous explique que c'est à cause des politiques néolibérales, encore un terme qui ne veut rien dire, mais c'est surtout les politiques étatistes, les dépenses,
le poids de l'État dans l'économie qui explique ce déficit, quoi. Voilà, donc il faut peut-être un peu remettre les choses en place. Non, c'est lié à une mauvaise gestion, mais c'est une mauvaise gestion qui existe depuis 1975, puisque le dernier budget en équilibre en France date de 1974. Voilà. Et depuis, ça n'a fait qu'augmenter. Mais ce qui est grave avec ce déficit-là de 2023, c'est qu'il est quasiment à quelques milliards près. Il est quasiment au niveau de celui de l'année du Covid, de l'année des confinements. C'est-à-dire quand la France était en grande partie à l'arrêt et que les gens étaient payés à rien faire. Là, en 2023, je me souviens pas, il y a pas eu de confinement. Hein. La France a tourné normalement. Et on a un déficit qui est quasiment du même niveau. Ça veut dire que c'est un effondrement complet des recettes et du fonctionnement de l'économie française. C'est ça qui est extrêmement grave. Oui, mais attendez, moi, ce que je comprends pas, vous me dites un effondrement des recettes. Les Français n'ont jamais été autant pressurisés. Je veux dire, entre les impôts, l'augmentation de l'électricité, l'inflation. Alors, comment les recettes peuvent être si... Oui, en effet, alors, tout le monde dit que c'est la faute des recettes, mais alors, je comprends pas. Non, mais il y a un peu l'effet de la courbe de l'affaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand les impôts sont trop élevés, les recettes baissent parce que les gens prennent des stratégies d'évitement ou travaillent moins, tout simplement. Voilà. Et puis, il y a une baisse des recettes aussi. Pourquoi ? Parce que les gens souffrent pour leur pouvoir d'achat. Avec l'inflation, le pouvoir d'achat des gens diminue et donc, ils sont obligés de se serrer la ceinture. Voilà. Et donc, ça se traduit par... on voit par exemple les dépenses alimentaires, beaucoup de dépenses baissent. Et donc, ça se traduit par des rentrées de TVA inférieures. Mais ça pouvait être prévu. Quand il y a une inflation qui décolle et les salaires qui ne suivent pas, le pouvoir d'achat régresse fortement. Et donc, les gens sont obligés de se serrer la ceinture et les recettes de l'État diminuent. Mais ça pouvait être tout à fait prévu. Et voilà. Mais ceci dit, même avant, il y avait déjà des déficits importants. Et il faut bien que les gens prennent conscience du niveau où ça représente. Parce que même quand on dit 5,5% du PIB, on retient le chiffre de 5,5%. Oui, ça fait petit. Et ça n'a pas l'air grand-chose. Ouais. En fait, moi, ce qui m'a ulcéré dans cette note de l'INSEE qui est sortie hier, c'est qu'ils ne mettent pas les dépenses et les recettes, parce que c'est ce que fait tout le monde. Hein. Quand on a un budget, on regarde les dépenses, les recettes et le déficit. Ce n'est pas indiqué dans la note. C'est noyé, ils mettent beaucoup de pourcentages, ce qui fait qu'on n'arrive pas à voir les chiffres. Et moi, j'avais vu des chiffres un peu plus anciens quand c'était des prévisions, mais il n'y a pas de grosse différence. Ce déficit de 154 milliards, ça veut dire que les dépenses de l'État sont supérieures aux recettes d'environ 40%. Voilà, donc il faudra que les gens qui nous écoutent se rendent compte au niveau de leur ménage ou s'ils dirigent un commerce ou une entreprise, de dépenser 40% de plus que ses revenus. Voilà, c'est ça ce que signifie le budget de l'État. Alors, au début, c'est sympa, on dépense 40% de plus, hein, ça va, c'est sympa. Au bout d'un moment, il y a le banquier qui vous appelle pour dire va falloir se calmer sur la carte bleue, quoi. Oui, ça ne dure pas très longtemps, hein, la fête, parce qu'en général, on est à peu près... Voilà. Mais l'État, lui, il continue parce qu'il peut emprunter, d'une part, enfin, il peut lever l'impôt, voilà. Hein, et les gens sont obligés de payer, donc il lève l'impôt. Et deuxièmement, on fait partie de la zone euro, et donc on bénéficie de la relative bonne santé des autres pays, parce que la France est plutôt au fond de peloton hein, avec ce chiffre. On bénéficie de la bonne santé et de la rigueur budgétaire des pays de l'Allemagne et des pays du Nord. Mais si on était au franc, il y a longtemps que le franc se serait effondré complètement, quoi. Voilà. Oui, alors... oui. Allez-y. Non, mais du coup, il y a vraiment la question de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'aurait dû faire ce gouvernement. Alors, ce gouvernement aujourd'hui nous dit quoi ? Ah bah oui, donc si les recettes qui ont diminué, c'est pas de notre faute. Bon, c'est jamais de leur faute de toute façon. Et ce qu'on va faire, la première annonce qui tombe là, franchement, on va mieux contrôler les arrêts maladie. Et avant, on avait cette idée de coupe dans les dépenses publiques, de coupe de budget. Oui, ils ont aussi invoqué les collectivités locales. Oui. Je trouve ça assez malhonnête parce que les collectivités locales, même si on peut critiquer un certain nombre de leurs dépenses, globalement, leur budget est équilibré. Hein, surtout qu'elles ont une règle budgétaire qui les interdit de s'endetter pour des dépenses de consommation. Elles peuvent uniquement s'endetter pour des dépenses d'investissement. Et donc, ça limite fortement. Et donc, les collectivités locales n'ont pas une dette énorme, pas du tout, comme l'État. De même que les comptes sociaux, la sécurité sociale a annoncé un déficit
l'année dernière, mais de quelques milliards. Donc, c'est Oui. pas du tout le Oui, même c'est ça, niveau. c'était une question de Et l'État, 1, voilà, ouais. et le fait que l'État veuille faire peser l'effort sur le comité local et les comptes sociaux, alors qu'ils sont assez proches de l'équilibre, c'est parfaitement malhonnête. C'est d'abord l'État qui doit se réformer parce que c'est lui qui a un déficit qui est complètement hors de proportion. Quand on a des dépenses supérieures au seuil de 40%, ça veut dire que tout va mal. Ça veut dire qu'il faut tout revoir de fond en comble. Alors, mais Et, où et aujourd'hui, ces ouais. efforts de réforme structurelle n'ont jamais été faits, quoi. Voilà. Mais alors, justement, cette réforme structurelle, ce serait quoi? Et aujourd'hui, où passe tout l'argent que nous donnons? Je veux dire, les Français sont les plus gros contributeurs en termes d'impôts. Aujourd'hui, on a quand même entendu une députée. Alors aujourd'hui, c'est seulement dans la voix des députés. En général, on sait comment ça marche, hein, ça permet de préparer le terrain. Qui a dit qu'il ne fallait pas que la hausse des impôts soit un tabou. Bon. Mais on est déjà les plus gros contributeurs. Comme je le disais, on a ça, plus l'augmentation de l'énergie qui est intenable pour les foyers modestes. Et l'inflation, enfin, les Français ne peuvent plus donner plus. Et on se demande aujourd'hui où passe tout cet argent si en plus on nous dit qu'on n'a pas assez pour régler les dépenses de l'État. Enfin, ou alors il y a forcément un endroit où ça part qui n'est pas. Oui, Parce alors qu'en il y a plus, les beaucoup de services publics sources. ne se portent Oui. pas bien du tout. Oui, oui, en plus, oui, le service rendu, parce qu'un autre pays qui a un taux de prélèvement obligatoire proche du nôtre, c'est le Danemark. Mais au Danemark, tout fonctionne bien et tout est propre et les écoles fonctionnent. Oui. Ça dysfonctionne complètement. Alors, il y a plusieurs raisons. Vous avez évoqué l'énergie tout à l'heure. Le bouclier énergétique a coûté extrêmement cher. Ça chiffre en dizaines de milliards. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait parce qu'on veut rester dans le marché européen de l'électricité, qui indexe le prix de l'électricité sur celui du gaz, hein, pour rendre les énergies renouvelables rentables. On reste dedans par pure idéologie. On pourra en sortir et avoir un prix d'électricité nettement inférieur et on n'aura plus besoin du bouclier. Donc ça ferait une économie. Ça aurait fait, parce que maintenant c'est terminé, mais ça aurait fait une économie énorme et Une ça économie de permettrait. combien à peu près, juste pour avoir une idée, pour qu'on se rende Alors ces compte? chiffres en dizaines de milliards, mais je crois que le total des boucliers, c'était de l'ordre de 100 milliards d'après la Cour Ah des oui, comptes. donc Enfin, ça sera ça vérifié, voilà. ça aurait réglé déjà Voilà, une voilà. grande partie du problème. Voilà. Donc ça aurait. Voilà, donc il y a ça, il y a la gabegie. En fait, on sait où part l'argent. Il y a régulièrement des rapports de la Cour des comptes ou d'organismes privés comme l'IFRAP, etc., qui indiquent les gabegies. Il y a beaucoup de personnel de l'État, pas forcément toujours utile. Il y a beaucoup de dépenses aussi liées à l'immigration qui coûtent cher. Il y a beaucoup de gabegies. Bon, voilà, ça, on connaît à peu près ces choses-là. Le problème, c'est que les gouvernements n'ont jamais la volonté politique de s'y mettre. Voilà. Et Mmh. actuellement, il y a une urgence qui est forte. Pourquoi? Parce qu'il y a une remontée des taux d'intérêt. Et donc, la charge de la dette, elle, qui est inscrite au budget de l'État. Parce qu'autant le stock de dette, lui, on le renouvelle quand une dette arrive à échéance, on réémet un autre emprunt. Donc, ça, c'est de la cavalerie financière, mais ça ne coûte rien à l'État. Par contre, la charge d'intérêt, les intérêts payés aux détenteurs des obligations françaises, eux, ils sont inscrits dans le budget de l'État. C'est la charge de la dette. Et cette année, on va être de l'ordre de 50 milliards et on va monter à 75 milliards en 2027. Ça fait 25 milliards de hausse de dépenses qui sont irrémédiables. Donc, non seulement il va falloir trouver 25 milliards pour éviter que le déficit augmente, mais pour passer de 5,5 à mettons 2,5 en 2027, ça fait 3 points de PIB. Le PIB à la louche, c'est 3 000 milliards, donc un point de PIB, c'est 30 milliards. 3 points de PIB, c'est 90 milliards, plus ces 25 milliards pour éviter qu'il augmente à cause de la charge de la dette. On est à 115 milliards d'euros à trouver d'ici 2027, ce qui est impossible, parce que ça peut être trouvé quand on fait des réformes structurelles au début, quand on est élu ou réélu, hein, ce qu'aurait pu faire Emmanuel Macron en 2017 ou en 2022. Il ne l'a pas fait. Et là, on va arriver. Alors, il y a l'élection européenne. Après, on va avoir 2 ans tranquilles, mais après, on va avoir l'élection présidentielle. Donc, mettre en place des réformes structurelles de ce niveau-là, c'est impossible. Et donc, les choses vont commencer à très mal se passer pour la France. Quoi. Voilà, on sait que les agences de notation vont rendre leur verdict avant l'été, et puis il y aura d'autres échéances. Et au fur et à mesure, la crédibilité de la France
va reculer et ça risque de poser un problème pour placer notre dette ensuite, quoi. Ouais et en fait, ce que je comprends aussi de ce que vous dites, c'est que, si on avait, seulement une politique différente, là, hein, je parle même pas de Mmh, gestion ni de réforme structurelle, mais de politique, c'est-à-dire bouclier tarifaire, c'est purement politique. On aurait pu, mmh, sortir du marché européen de l'électricité, on aurait pu, gérer ça mieux, surtout qu'on mmh, avait les moyens de le faire avec, mmh, nos centrales, par exemple. Si on mmh. avait géré autrement, et pas noyé l'immobilier dans des normes DPE, Absolument, surzélées ouais. par rapport à l'Europe, par exemple, on n'aurait pas mis non plus ce secteur en crise. Donc en fait, c'est des volontés politiques qui ont été appliquées depuis ces dernières années, qui nous mettent aujourd'hui en grande difficulté. Et alors, bon, on a eu un temps, c'est la faute du Covid, ensuite c'est la faute de la Russie. Ce sera toujours la faute de quelqu'un, mais peut-être aussi qu'en fait, on pourrait s'interroger purement et simplement sur les actions politiques de notre gouvernement qui, en fait, met à mal notre économie. Mais moi, je dénonce, cela, la vision idéologique, de l'État. Vous avez cité l'énergie et les DPE, vous avez tout à fait raison. Tout ce qui est lié à la transition énergétique, c'est quelque chose qui affaiblit l'économie. On sait que les DPE participent largement à la crise actuelle de l'économie et aux pénuries, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ne peuvent pas faire les travaux, qui Mmh. remettent leur logement en vente. Donc, ça, c'est retiré de la location, ça crée des pénuries et ça fait baisser le prix de l'ancien, puisqu'il y a beaucoup de ventes. Et les DPE, ça va prendre une ampleur encore plus importante à partir du 1er janvier 2025, 25, puisque tous les logements G vont être Ouais, impossibles à louer. Ça représente entre 500 000 et 800 000 logements. Ça ouais. va faire une crise du logement absolument Bon, titanesque. ouais. Bon, Si on n'y était pas déjà, ouais. voilà, alors, et ça va être nettement pire que Mmh. cette année. C'est ça Mmh. qui est catastrophique. Et puis, on peut aussi parler des éoliennes en mer qui servent à rien et qui coûtent une fortune. On peut parler aussi de la fin des moteurs thermiques en 2035 qui est en train de détruire le secteur automobile français et européen au profit des importations chinoises. Donc, une façon de résoudre la crise, c'est déjà de stopper toute la transition énergétique. Bon, mais ça, c'est absolument Mmh. hors de propos pour le gouvernement. Donc, nous avons affaire à des idéologues. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. On a entendu le ministre de la Défense qui a dit qu'il voulait passer à des réquisitions pour obliger les entreprises de la défense à fabriquer plus d'obus pour l'Ukraine. C'est de la folie totale. Parce que Mmh. ça, c'est de l'économie planifiée soviétique. C'est la meilleure façon de faire encore plus plonger l'économie, quoi. Ouais. Et je parlais de l'Ukraine, on envoie aussi des milliards à l'Ukraine. Donc, on demande aux Français de se serrer la ceinture. On envoie des milliards à l'Ukraine qui a déjà perdu la guerre depuis longtemps. Donc, c'est aussi encore un biais idéologique du gouvernement qui nous amène par le fond. Et c'est aussi pour ça que la situation est grave. Ce n'est pas seulement les chiffres du déficit lui-même. Ouais. C'est le fait que nous avons au gouvernement des gens qui ont une vision purement Oui idéologique et qui ne et vont qui pas se arranger fichent les complètement de choses. la Ouais, réalité ouais. et qui nous emmènent vers l'abîme, quoi. Voilà. Mmh et alors juste dernière question, quand on a compris ça, quand on a compris Mmh, qu'en fait, il ne risque pas visiblement d'évoluer mmh, sur ces questions-là, de changer mmh. de cap pour, l'électricité, l'immobilier, tout ce que vous avez dit, la transition, écologique, enfin entre guillemets. Hem Et bah, finalement, on se dit qu'on va avoir un pays, là qui part, dans les abîmes quoi, au niveau de notre économie et c'est quand même un peu inquiétant. Est-ce qu'on est obligé d'attendre la prochaine présidentielle, pour que, on puisse sauver ça? Est-ce qu'il y aura encore quelque chose à sauver? Bah, c'est inquiétant, oui, mais ouais, moi, je comparerais, Bruno Le Maire à Bernard Madoff, hein, le Bernard Madoff qui avait construit un système de Ponzi, qui a explosé pendant la crise 2008. Des personnages assez semblables, grands bourgeois, toujours bien habillés, qui ont un discours rassurant, une voix monocorde qui endort un peu les gens. Voilà, moi je propose que notre ministre de l'économie, on l'appelle Bruno Madoff, quoi, voilà, parce que c'est quelqu'un qui nous emmène directement dans l'abîme, quoi, voilà. Mmh. Et c'est quelque chose d'extrêmement grave. Il faut que les Français en prennent conscience. Oui, Encore une fois, c'est pas uniquement une question de chiffres, oui, oui. hein, c'est aussi parce que nous sommes gouvernés par des idéologues et qui sont absolument incapables de mettre en place le moindre début d'économie sur les dépenses publiques. Oui. Voilà, donc la situation est grave. On va avoir des élections européennes là, mais ça, qui ne portent pas vraiment sur les sujets intérieurs, ça porte sur des dossiers européens. Mmh. Et après, effectivement, il va se passer 2 ans sans élection. Ça risque d'être assez catastrophique. Voilà, donc il faut que voilà, pour les Français, ça va être compliqué. Il faudra un mouvement des Gilets jaunes
multiplié par 10 pour que, Oui, les choses mais bougent. même les gilets jaunes Voilà. n'ont rien changé, enfin, Ouais. ils ont mis un frein sur certaines réformes qu'ils souhaitaient faire, mais qui sont finalement passées en force, Mm, quelques années mm, plus tard, et il n'y a pas eu de bouleversement. En fait, il y a un refus de voir mm. la réalité, comme vous dites, donc c'est quand même très inquiétant. Merci beaucoup Philippe Herlin, pour cette C'est- inquiétude mm, partagée sur Toxin. mm. Je rappelle que vous êtes économiste spécialisé des questions monétaires, justement. Merci encore et puis Toxin continue, je suis désolée, parfois on a des mauvaises nouvelles comme celle-ci là, visiblement on voit pas trop la porte de sortie à part celle du réveil général de l'ensemble des Français. Là-dessus, vous pouvez participer, chers toxinautes, en sonnant le Toxin partout autour de vous et en mettant des pouces, vous le savez, en partageant ces vidéos, en faisant parler de nous et puis bien sûr en vous abonnant, pourquoi pas, en vous abonnant sur à notre YouTube et puis pourquoi pas aussi en vous abonnant pour nous soutenir. 5 euros par mois, je vous l'ai dit, ça nous permet vraiment de continuer sur les années prochaines plutôt. Voilà. Dans quelques instants, nous retrouvons Guy de Lafortelle et puis ensuite notre corps à corps sur cette fameuse résolution de cesser le feu autour de Gaza, mais le coup de marteau de Guy de Lafortelle. Le coup de marteau. C'est le coup de marteau de Guy de Lafortelle, fondateur de la lettre d'information l'investisseur sans costume. Je ne suis pas très concentrée. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de la nouvelle crise des subprimes qui guette l'Amérique. Exactement. On a aujourd'hui des signes, en tout cas, d'un risque sur le marché immobilier Alors on a un petit problème américain. avec votre micro avant de parler de la crise des Ah, subprimes. On va parler de la alors, crise des micros. attends, vous allez voir ce que je peux faire. Si. Ah, C'est mieux comme ça ou pas? beaucoup, beaucoup mieux, oui. Alors, on va faire ça comme ça. Donc, j'étais en train de vous dire qu'on a des signes de stress sur le marché immobilier américain qui font fortement penser à ce qu'on avait vu sur les subprimes en 2008. Donc, je vous rappelle que c'est quand même une période pendant laquelle on l'a moins vécu en France, mais on avait quand même plus de 1 million de familles aux États-Unis qui avaient été mis à la porte et à la rue. C'est vraiment un traumatisme aux États-Unis. Et là, si on regarde les chiffres le prix de vente des logements neufs aux États-Unis, ces prix ont baissé de 20% depuis leur plus haut en 2022, qui est à peu près ce qu'on avait eu au moment de la crise des subprimes, justement. Ce qui s'était passé, en gros, c'est que tout le monde achète son logement à crédit de manière extrêmement agressive aux États-Unis. Et c'est tous les prêteurs, eux, sont assez peu protégés par rapport à d'autres pays, notamment comme la France. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, si vous pouvez pas rembourser votre crédit immobilier, vous rendez les clés et ça suffit, quoi. Vous n'avez pas besoin de quand même de rembourser votre crédit malgré tout. Donc quand les prix baissent un peu trop, très très vite, en fait, vous avez des gens qui se mettent à rendre leur maison en disant si les prix baissent, moi j'ai aucune raison de garder cette maison que j'ai achetée trop cher. Et surtout, donc ça met en stress les prêteurs. Et le problème vient des grands prêteurs immobiliers qui se mettent à tout d'un coup avoir des énormes problèmes sur leur portefeuille. Et c'était comme ça qu'était intervenue la crise des subprimes en 2008. Et donc là, on a le problème qui se profile, sauf que la crise n'a pas éclaté. Et donc, pas nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on n'est quand même pas en 2008 et que la Fed a fait un petit peu un resserrement monétaire en mode Canada Dry. On fait comme si on vous serrait la ceinture, mais en fait, on le fait pas vraiment. Et finalement, les prêteurs immobiliers ont quand même été soutenus à bout de bras par la Fed, qui veut absolument pas se retrouver avec une crise de 2008 sur les bras. Encore une fois, aux États-Unis, c'est un vrai traumatisme, cette affaire-là. Sauf que toutes les conditions sont réunies. Encore une fois, je vous l'ai dit, que vous avez un gros problème à ce niveau-là. On se souvient de l'année dernière, on a eu un gros problème avec le fonds d'immobilier de Blackstone qui avait interdit les sorties. Alors là, ils viennent de réautoriser les sorties là très récemment, mais en ayant coupé leur valorisation de manière drastique. Et maintenant, ils ont une dette incroyable envers les détenteurs du fonds, notamment l'Université de Californie. Donc on a plein de signaux comme ça. Et là, la Fed se retrouve face à un dilemme
qui est que, soit il y a un moment, ils acceptent que, oui, le marché immobilier est à des niveaux absolument stratosphériques qui n'est pas sain, et du coup, on accepte de nettoyer le système et on accepte la crise. C'est à ça que ça sert, une crise. Personne n'aime une crise, mais les crises sont nécessaires en système capitaliste parce que c'est le seul moyen qu'on connaisse de pouvoir de pouvoir nettoyer les erreurs et de pouvoir corriger les excès. Mmh. Sauf que là, c'est pas du tout ce qui est prévu, et on commence à se dire que la Fed, donc tout le monde a intégré que la Fed allait baisser ses taux et qu'on allait repartir dans un cycle de monnaie facile. Encore une fois, c'est pas que la monnaie était beaucoup resserrée, elle a été resserrée pour les petites gens comme nous, mais tout là-haut, l'argent a continué à couler, Ah à bah, vous me flot. rassurez. Ouais! Ah non, non, je vous avoue, c'est pas très rassurant parce que, en fait, pour éviter absolument de revivre 2008, ce qui risque très, très fort de se Oui. passer, c'est d'avoir des chiffres d'inflation qui vont repartir de manière très forte et très haute. Parce que, là, le problème, c'est que Powell est en train de nous dire: «Je vais baisser les taux», à un moment où il ne devrait pas le faire. S'il Mmh. reste dans sa logique, qu'il avait annoncé de dire: «Attention, il faut resserrer, il faut être sérieux, il faut le sérieux budgétaire», je crois que vous avez parlé de déficit dans pas longtemps, vous c'est-à-dire que vous devriez continuer à monter les taux, vous devriez continuer à resserrer. Sauf que s'il fait ça, on se reprend une crise de 2008, sauf qu'on n'est plus en 2008, on a des systèmes qui sont incroyablement plus fatigués, on a une économie qui n'a plus les mêmes moyens de résistance qu'on avait en 2008. Et du coup, à défaut de faire ça, bien, ça a déjà été annoncé, parce que les banques centrales aujourd'hui sont obligées d'annoncer très à l'avance ce qu'elles vont faire, sinon les marchés s'effondrent. Et du coup, les marchés ont déjà dit, bon, ok, vous allez baisser les taux en 2024 et 2025, sauf qu'ils vont baisser les taux alors que les prix de l'essence, du pétrole, pardon, même de l'essence sont en train de remonter, alors que en fait l'inflation est pas du tout au niveau auquel elle devrait être. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que pour éviter une crise de ce problème de 2008, on va se prendre une énorme crise inflationniste, ce qui est probablement ce qui va arriver. Et c'est là, malheureusement, ce qui est terrible, c'est-à-dire que à vouloir éviter absolument l'inéluctable, vers quoi on arrive? On arrive vers une crise inflationniste qui est pire encore, parce que c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé, une crise inflationniste. Et malheureusement, dans les rhétoriques guerrières dans lesquelles on est en ce moment, le risque, ça risque de précipiter des montées vers la guerre, parce que vous savez très très bien que quand ça va pas à l'intérieur, on essaye de projeter les problèmes vers l'extérieur, et il n'y a rien de mieux qu'une bonne guerre. Malheureusement, c'est un peu ce qui se profile. C'est pas très gai, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on vient vous expliquer que la lutte contre l'inflation est gagnée et finie, c'est exactement l'inverse qui se profile. OK, bah, écoutez, vous nous prévenez que de la crise de subprime, on va se diriger doucement vers la guerre. En tout cas, c'est le schéma attendu. Merci Guy de Lafortelle. Décidément, on n'a que des bonnes nouvelles ce matin sur Toxin. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous ensemble et que vous pouvez continuer de nous mettre des pouces et des cœurs et de nous soutenir et pour entendre au moins ce genre d'informations et ouvrir les yeux, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup Guy de Lafortelle, je rappelle, fondateur de la lettre d'information L'investisseur sans costume, et surtout